Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Pour ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Gaël Jeanmar et Marc-Antoine Gavray. Gaël est docteur en philosophie antique et responsable de Philocité, un groupe sur la pratique de la philosophie dans la cité. Marc-Antoine est spécialiste de philosophie antique et professeur à l'université de Liège. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que la philosophie antique peut nous apporter de manière pratique, à la lumière de leur livre Comment devenir un philosophe grec, exercice pratique. Bonne écoute. Bonjour Gaël, bonjour Marc-Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Ali, Bonjour Ali. et merci pour l'invitation. Alors, je vous reçois pour votre livre Comment devenir un philosophe grec. Et je voudrais commencer par vous demander qu'est-ce que c'est qu'être un philosophe grec ou philosophe antique? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs manières et plusieurs réponses à votre question. La première, ce serait de se dire, mais bon, répondre en termes de contenu, de quoi parle le livre. Et, en fait, nous, par philosophe grec, on s'est limité à des courants de la période hellénistique, les stoïciens, les épicuriens, les sceptiques. Une autre manière de répondre à la question, ce serait de se dire, mais quelle est la perspective qu'on a voulu adopter dans le livre? Et là, ce serait de se dire, mais quel regard un philosophe grec pourrait nous apporter? Quel décalage, en tout cas, pourrait-il apporter à notre regard contemporain? Et donc, ce serait ça l'idée de devenir un philosophe grec. Et puis, troisièmement, et là, c'est une autre manière de répondre à votre question qui était, c'est quoi être un philosophe grec? Et là, c'est beaucoup plus difficile de répondre en quelques mots, parce que selon le type de philosophe que vous serez, vous n'aurez pas la même vie, vous ne participerez pas à la vie politique, à la vie publique, vous n'aurez pas les mêmes relations aux autres, vous aurez des activités différentes. Donc là, c'est plus difficile de répondre de façon uniforme. En revanche, ce qu'on pourrait dire, c'est que s'il y a quelque chose qui réunit tous les philosophes grecs, et c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est que ils ont un certain mode de vie, qu'être un philosophe, c'est avoir un certain mode de vie. C'est pas simplement avoir une certaine doctrine, mais c'est avoir un rapport à cette doctrine, un rapport réel, vivant, concret, existentiel, et donc incarner cette doctrine dans ses actes quotidiens. Oui, du coup, c'est l'occasion d'ajouter le sous-titre qui est exercice pratique et donc ce qu'on a voulu faire, c'est sortir d'une opposition qui est très forte aujourd'hui, mais qui est beaucoup moins forte dans l'Antiquité, entre théorie et pratique. Comme s'il y avait d'une part, un corpus, un système philosophique et d'autre part, une façon de conduire sa vie, alors que l'insistance existe en permanence dans l'Antiquité sur le fait que une théorie doit se traduire dans une façon de vivre et donc effectivement, quand c'est pas la même théorie, c'est pas la même physique, c'est pas la même éthique, c'est pas le même mode de vie non plus et donc nous, on a voulu vraiment, réconcilier théorie et pratique. Je vois donc en fait ce qui caractérise un philosophe antique, c'est principalement le fait qu'il n'y a pas que des paroles, il y a aussi des actes qui viennent avec ces paroles. C'est ça? Ouais, des actes et puis on peut dire aussi, c'est pas juste l'action, c'est aussi, le désir. Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-il juste de désirer et comment fait-on pour ne pas juste subir, les désirs qu'on a, naturellement, disons, instinctivement ou en dehors de toute ascèse et de tout travail? Hem, voilà un autre domaine qui mérite d'être pris, en charge par la philosophie. D'accord, et aujourd'hui, on a perdu cet aspect-là, c'est-à-dire entre la philosophie antique et ce qu'on appelle la philosophie aujourd'hui, peut-être académique, universitaire, on va dire. Disons que la philosophie universitaire académique, elle est un certain rapport à la philosophie, rapport qu'on va qualifier automatiquement de théorique, c'est-à-dire on va s'intéresser à l'histoire de la pensée, on va éventuellement travailler sur les concepts, on va, selon votre tradition, développer plutôt telle dimension argumentative ou plutôt tel rapport au concept, et on va penser le rapport à la philosophie comme étant essentiellement théorique. Mais en fait, ce sur quoi on pourrait insister, c'est aussi le fait que c'est déjà une pratique. Être un philosophe à l'université, c'est pratiquer la philosophie d'une certaine façon. Et donc,
une fois qu'on a compris cela, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'est pas possible de le faire autrement? Il y a un certain nombre de courants aujourd'hui qui tentent de réhabiliter cela, c'est récent. Peut-être pas des courants de la philosophie universitaire, ça reste encore marginal, disons, mais il y a depuis une trentaine d'années maintenant, peut-être presque 40, ce qu'on appelle les nouvelles pratiques philosophiques, qui veulent remettre ça à l'avant-scène, se dire, mais la philosophie, c'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. Le revers étant que ça devient essentiellement de la pratique et il n'y a plus du tout de théorie. Et ils oublient finalement le fond théorique qui est derrière et qui sous-tend la plupart de leurs pratiques. Donc voilà, le but, comme Gaël le disait, c'était de renouer ce rapport entre théorie et pratique et de bien insister sur le fait que nous avons un certain rapport pratique à la théorie, un certain rapport théorique à la pratique, je ne sais pas trop, et il est sans doute possible d'en changer. Oui, ça, pour prendre un exemple, il y a des pratiques, c'est-à-dire des formes d'écriture, des façons de lire qui échelonnent toute l'histoire de la philosophie. On peut le regarder comme tel, c'est-à-dire c'est quoi, quand Descartes fait des méditations métaphysiques, c'est quoi cette méditation? Pourquoi est-ce que la forme du dialogue a disparu? Pourquoi elle a existé? Par exemple, chez Platon, il y a une contestation de l'écriture systématique et Platon choisit la forme dialoguée pour des raisons philosophiques. Et, euh, et donc, c'est réhabiliter aussi tout ce patrimoine de réflexion sur les façons même dont la philosophie se pratique, quoi. Oui, on fait de la philosophie, même si on a un certain aveuglement parce qu'on le fait dans des modes contemporaines qu'on n'interroge pas comme telles, quoi. Et du coup, ça vaut la peine aussi d'aller chez les Grecs, parce qu'il n'y a pas simplement la dimension pratique qui peut réapparaître, mais aussi le décalage. On ne fait pas de la philosophie dans les formes qui existent aujourd'hui de la même façon qu'on faisait de la philosophie dans tel ou tel courant de la pensée hellénistique. D'accord. Pourquoi vous pensez qu'il y a un regain d'intérêt pour la philosophie pratique aujourd'hui, même si elle n'est pas au niveau académique, mais en tout cas de manière peut-être populaire ou alors chez des gens qu'est-ce que ces gens-là qui s'intéressent à la philosophie pratique cherchent en vérité, vous pensez? Je ne sais pas si c'est un regain. Je pense que le terme philosophie a toujours gardé cette sorte de double connotation, de double sens qui est philosopher. C'est d'une part un certain rapport pratique à l'existence, une certaine distance dans la capacité à envisager les problèmes de l'existence. Et d'autre part, c'est une discipline académique et on peine à voir le rapport entre les deux. Pourtant, il y en a un, oui, qu'on sent même quand on est issu de la philosophie universitaire. Donc d'abord, je crois que ça continue à exister, cette idée philosopher, oui, être philosophe, quand on dit ça, on entend toujours cette question de c'est quoi être philosophe dans l'existence. C'est pas une demande tout à fait neuve. Enfin, j'ai l'impression qu'on essaye tout le temps de dire ça. Il y a une demande de philosophie, on pourrait exactement dire l'inverse. Il y a un enterrement de la philosophie. Enfin, bref, je ne sais pas s'il faut se positionner là-dessus, mais qu'il y ait des enjeux à ce que la philosophie soit dans l'espace public et que les philosophes qui sont issus de l'académie occupent cet espace. Oui, c'est une autre façon de poser la question et je pense que nous, ça nous soucie, quoi, que la philosophie, on fasse ce qu'on peut en tant que formé à la philosophie pour qu'elle ait une place dans n'importe quelle vie humaine, quoi. Moi, je fais par exemple de la philosophie avec des enfants. Mmh. C'est pas un public qu'on dirait très légitime, mais Mmh. néanmoins, est-ce que ça vaut pas la peine de se demander dans cette naïveté de l'enfance qui questionne, ben, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller entretenir, à aller aiguiser, et pourquoi pas? Oui, je vois. Ouais, peut-être pour compléter ce que vient de Mmh. dire Gaël, je veux dire, vous parliez de regain, j'irai pas non plus jusqu'à parler de regain. Si vous imaginez, si vous vous replongez un bon siècle en arrière, les cours de Bergson au Collège de France, c'était des centaines de personnes qui assistaient à l'enterrement de Bergson et un cortège national. Enfin, je veux dire, c'est une gloire.
Ça veut donc dire que la philosophie avait sa place et a gardé une place encore importante au XXe siècle. Des gens lisaient de la philosophie. Ce qui a peut-être changé ces dernières années, c'est que peut-être la philosophie universitaire, devenant de plus en plus technique, presque hermétique, presque s'enfermant dans une tradition de commentaires, de textes, d'analyse de textes. Je tiens à préciser que c'est mon métier et que je suis de critiquer ça, je le fais au quotidien, mais c'est coupé aussi d'un certain public qui ne se retrouvait pas dans ces livres-là, dans ces études-là, parce que ce sont des débats de plus en plus pointus, précis, techniques. Et donc, ce qui a changé aujourd'hui, c'est peut-être le détachement entre, d'un côté, ce qui se fait à l'université et ce qui peut se faire en dehors de l'université. Ce qui est peut-être nouveau par rapport à l'époque de Bergson dont je parlais tout à l'heure, ou au XXe siècle, c'est que ce qui est surprenant, c'est que les gens ne s'intéressent plus simplement à la philosophie de leur temps. Ils ne se disent pas, tiens, aujourd'hui, quels sont les débats philosophiques qui nous occupent, qu'est-ce que Bergson a à nous dire, qu'est-ce que Sartre a à nous dire, qu'est-ce que Derrida, Foucault, Deleuze ont à nous dire de notre époque et des débats philosophiques actuels, mais c'est le regain d'intérêt pour la philosophie antique. Et ça, peut-être que c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas quelque chose de propre à notre époque. Il y a eu d'autres moments dans l'histoire où il y a eu un regain d'intérêt pour la philosophie antique, mais c'est vrai que là, il y a un phénomène qu'on pourrait peut-être dire propre à l'ère du temps en ce moment. Oui, tout à fait, hein. C'est vrai que, c'est principalement sur la philosophie antique et le côté pratique de la philosophie, que, je pense il y a un regain d'intérêt, ouais, sur la philosophie en général. Elle a toujours été, vous avez raison, très présente, dans le XXe siècle. On connaît des figures, très connues comme, Sartre, et Camus, etc. Et donc, voilà, la philosophie antique qui nous intéresse, justement, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Vous avez commencé par dire que ça dépend de quel courant vous pratiquez dans la philosophie antique. Est-ce que déjà vous pourriez nous parler, c'est quoi les courants principaux, si on veut, de la philosophie antique? Alors, la question est vaste, hein, puisque la philosophie antique, si on estime qu'elle commence au début du VIe siècle et qu'elle s'arrête à la fin du VIe siècle avant notre ère et qu'elle s'arrête à la fin du VIe siècle de notre ère, on a 11-12 siècles d'histoire. C'est long, mais il y a une quantité invraisemblable d'auteurs dont on ne sait pas grand-chose. Mais les principaux courants, je ne vais pas parler de la philosophie présocratique parce qu'on ne peut pas proprement parler on peut pas proprement parler de courants. Mais il y a les socratiques, donc autour de Socrate. Les principaux socratiques, c'est évidemment Platon, Xénophon, et puis on a d'autres. Il y a les mégariques, les cyrénaïques, les cyniques, qui sont les plus connus. Et puis il y a une deuxième, et puis après Platon et Aristote, évidemment, puis il y a une deuxième vague de courants philosophiques. Ceux dont on parle, c'est ceux de la philosophie hellénistique, les sceptiques, les épicuriens et puis les stoïciens. C'est plus ou moins dans cet ordre-là que ça arrive. Puis alors, il y a toutes sortes de courants, beaucoup moins connus. Il va y avoir un regain du pythagorisme, donc un néopythagorisme qui va se développer à la fin de la période pré-chrétienne et pour 2-3 siècles, comme ça. Il y a ce qu'on appelle le médio-platonisme, c'est-à-dire les auteurs platoniciens qui ne sont plus des héritiers directs de Platon et qui proposent quelque chose d'autre en dialogue avec les stoïciens, les épicuriens, les pythagoriciens, s'ils ne sont pas eux-mêmes platoniciens. Et puis, peut-être le dernier grand courant de la philosophie de l'Antiquité, c'est le néoplatonisme, à partir de Plotin, disons, jusqu'à la fin de l'Antiquité. C'est le courant qui finit par absorber tous les autres et qui qui impose sa voix sur la philosophie. Donc voilà, en gros, les courants de la philosophie antique. Évidemment, c'est une histoire vaste, avec des débats séculaires, et donc il fallait faire un choix. Nous,
s'est concentré, donc je le disais, sur la philosophie hellénistique, qui est déjà une période qui n'est pas mince, puisqu'elle démarre à la fin du IVe siècle, à toute fin du IVe siècle avant notre ère, donc vers 302, 303, encore on pourrait dire 306, 307 pour la fondation des écoles. Et puis, on s'est arrêté à Marc Aurèle, on est en 180 de notre ère, donc ça fait déjà 4 siècles. Bonne période déjà. Ouais. 5 siècles, c'est pas si mal. Et peut-être je peux dire pourquoi on a choisi cette période-là. C'est précisément comme notre enjeu, c'était ce lien entre théorie et pratique, ou pour le dire autrement, le fait que la philosophie est un art de vivre qui est informé par une intelligence d'une série de choses, comme la connaissance de la nature, l'intérêt sur le juste, ou des questions éthiques, ce genre de questions. Ben, on s'est porté sur la période où on avait le plus de traces de cette dimension pratique, parce que ça pose des questions de source, en fait. Comme il y a bien sûr eu le travail de Pierre Hadot, que vous connaissez, sur les exercices spirituels, mais nous, on voulait aller un pas plus loin, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire faites attention, lisez la philosophie antique, particulièrement hellénistique, comme dans sa dimension pratique, dans les effets qu'elle cherche à avoir, dans la façon dont elle cherche à transformer les vies. C'est allons-y, faisons-le, c'est-à-dire c'est pas juste nommer les exercices, c'est les faire. Voilà, c'est ce qui manquait peut-être à l'héritage de Pierre Hadot, quoi. On souligne tout le temps cet héritage, mais on n'y va pas. Et nous, on voulait y aller. Et on voulait y aller à la fois avec une connaissance historique, donc y aller chercher dans les textes, comme le manuel d'Épictète, qui est un texte pratique, en fait. C'est pas un manuel, ça veut dire quelque chose qu'on a en main, et on l'a en main pour pouvoir vivre comme on aurait un couteau pour beurrer sa tartine, ou pour se défendre dans la rue. Je veux dire, c'est un truc pratique, quoi. Ça sert tous les jours, quoi. Et c'est marrant d'ailleurs que nous, manuel, ça veuille dire un manuel scolaire, quoi. On a gardé de nouveau que la dimension théorique là-dedans, en perdant cette dimension d'aide pratique. Donc on a été dans cette période-là, parce qu'on avait ces instruments-là qui nous permettaient de voir les exercices à l'œuvre, mais on les a un peu décodés pour les offrir aux gens de façon très pratique, dans des petites fiches. Là, on va vraiment faire un exercice de mort, on va écrire son testament, on va essayer de faire une méditation sur l'art de manger, ou je sais pas, on va enfiler mentalement une chaussette pour travailler sa concentration. On va faire des tas de bazars comme ça, très, très pratiques, et qui sont en même temps appuyés sur cette tradition hellénistique. Parlons donc du stoïcisme. Commençons par le stoïcisme, qui nous intéresse à l'association Stoa Gallica. Hein. Beaucoup de gens sont très intéressés justement par le côté pratique dont vous parlez dans votre livre. Donc, comment est-ce que les stoïciens peuvent en fait éclairer notre vie quotidienne et principalement au niveau pratique? Moi, peut-être, je dis la correspondance entre 3 domaines de l'ascèse, qui sont des domaines pratiques, quoi, et 3 domaines théoriques. Donc, il y a d'une part, je l'ai dit tout à l'heure, la question du désir. Comment on fait pour ne pas désirer ce qui nous rend malheureux parce qu'on ne l'obtient pas, par exemple, ou ne pas être soumis à des désirs qui sont fabriqués dans le monde dans lequel on est. C'est complètement évident aujourd'hui, on désire ce qu'on nous amène à désirer. C'est un phénomène connu. Eh bien, il y a un lien entre cette ascèse du désir et ce travail sur le désir et la physique. Si vous étudiez les processus naturels, si vous étudiez la nécessité à l'œuvre dans les phénomènes naturels, eh bien, ça forme une sorte de soin du désir. Par exemple, on désire évidemment ne pas être malade, mais il se fait que si on observe un peu les cycles de la vie et de la mort, les cycles, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la finitude à l'œuvre. Et donc, cette étude-là nous permet éventuellement de soigner quelque chose comme
l'espèce d'envie d'être immortel ou enfin, voilà, ce genre de choses. Donc Le d'abord deuxième le travail sur le désir d'abord le travail donc sur le désir et la physique. C'est ça Voilà, le c'est ça. Un lien entre les 2 choses. définir. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait pas si évident de dire: «Tiens, on va faire un peu de physique pour soigner son désir et apprendre à désirer ce qu'il est raisonnable de désirer et pas, l'immortalité», par exemple. Mmh. Mais voilà, pour les anciens, il y avait un rapport entre ces 2 domaines-là, pour les stoïciens. Le deuxième domaine, c'est le domaine de l'action. Heu, Quels actes on pose au quotidien? Comment ouais, comment comment on agit justement, comment on est en relation avec, les gens autour de soi. Eh bien ça, c'est le domaine de l'éthique et de nouveau, ça mérite de faire vraiment le lien entre l'acte tel qu'il est posé et la réflexion théorique. Si vous vous demandez pas ce qu'est être juste, si vous réfléchissez pas à ce concept-là, comment vous voulez être juste? Vous le serez peut-être d'une façon qui est, voilà, à votre conception très larvée, très très inconsciente, très très peu partagée et donc vous le serez d'une façon qui est pas reconnue par les autres, non plus, qui a peu de valeur dans le fond. Et le 3e domaine, c'est, le jugement, la discipline du jugement, heu, ce qui est aussi la question des émotions, parce que ça, c'était un truc vraiment particulier chez les stoïciens, c'est la question de, l'émotion, ça c'est l'identification de l'émotion à un jugement et un jugement qui est pas suffisamment fondé, donc qui est plutôt irrationnel. Si je suis en colère, c'est parce que, de façon éruptive, je juge que, telle personne m'a manqué de respect. Voilà, c'est un jugement de dire ça et c'est ce jugement-là qui fabrique cette émotion-là. Si je juge autre chose, j'ai pas la même émotion. Et donc si on veut, il y a un rapport entre la question de la rationalité, la question du travail sur le jugement et que le jugement soit le plus rationnel possible. Et le travail sur l'émotion, quoi, apprendre dans sa vie à être moins irruptif et moins expéditif et à souffrir moins d'obsessions, de crainte, de colère éruptive et cetera, parce que simplement on a ce travail qui nous permet de ne pas donner une adhésion immédiate à son jugement d'une part et d'autre part du coup de pouvoir l'évaluer. Mais ça, c'est un vrai travail et c'est intéressant de se mettre à l'école des stoïciens pour essayer de voir comment ils procédaient. Mmh. Et comment du coup ils se procédaient? C'est-à-dire pour ces 3 disciplines, c'est quoi les exercices, que, par exemple on pourrait, mettre en place pour ça? Nous, on en propose une série, il y en a sans doute d'autres, pour chacune des disciplines, je crois, il y a à chaque fois 2-3 exercices, qu'on propose. Oui, il y a un exercice, je crois, qu'on a intitulé, «Travail sur l'excédent», «Travail sur l'excédent». C'est pour rester dans le thème du jugement, justement. C'est un exercice qui consiste à, justement, faire la part des choses entre tout ce qui est une description objective et donc un jugement de fait, pour prendre des termes largement postérieurs, et tout ce qui est un jugement de valeur, donc tout ce qui, à cette représentation, donc ce jugement initial, vient s'y ajouter. Si vous dites je pèse 65 kilos, eh bien, vous avez juste décrit un état de fait. Vous avez donc, enfin, c'est pas un jugement de valeur, je pèse 65 kilos. Par contre, dire j'ai pris du poids ou je suis trop gros, ou enfin, encore que j'ai pris du poids était un mauvais exemple, mais je suis trop gros, je pèse 65 kilos. Là, vous introduisez quelque chose de supplémentaire Un à jugement de valeur, description objective. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est, par ces exercices qu'on propose, c'est de prendre conscience, en fait, de tout ce qui est ajouté à la représentation, au jugement initial. Voilà ce qui est proposé. Puis on a des exercices, mais là, c'est des exercices de physique, inspirés de Marc Aurèle, de description des objets, de les réduire à ce qu'ils sont vraiment factuellement. C'est inspiré du fait que Marc Aurèle, le vin, le vin de Falerne, je ne sais plus.
Voilà, Le mais raisin, c'est ça, voilà, du raisin fermenté ou voilà, c'est du raisin mmh. fermenté et c'est rien de plus que ça. Et donc, c'est apprendre Mmh. à regarder les choses pour ce qu'elles sont et pas pour la valeur que nous leur avons attribuée et qui fait que c'était un des vins les plus prisés dans l'Antiquité et qui valait des sommes astronomiques comme certains grands crus aujourd'hui peuvent en valoir. Mais si vous dites, bon, je sais pas, un château Margaux, c'est si jamais qu'il y a un raisin pourri dans des bouteilles dans du sable qu'on a fait chauffer, bah, c'est tout de suite moins glamour, ça donne ça limite la valeur qu'on peut reconnaître à cela. Alors là, c'est pour vous présenter rapidement des exercices qui sont faciles à mettre en œuvre et qui prennent pas trop longtemps. Puis il y a d'autres exercices possibles sur la représentation, sur le jugement, sur les relations aux autres. Je ne sais pas si Gaël veut proposer une autre présentation ou si j'enchaîne. Oui, on peut voir, par exemple, l'action. Parce que Marc-Antoine, il a parlé de l'excédent, donc on est dans le domaine du jugement, qui est le domaine de la logique. Puis ensuite, d'un exercice un peu physique de décomposition, description des objets, on est dans le domaine de la physique, on est en train de soigner son désir. Donc, on peut proposer un exemple d'exercice qui porte sur l'action. Et ça, il y a l'examen de conscience. Alors nous, on a la version chrétienne comme si c'était chrétien initialement, l'examen de conscience, mais c'est juste une façon dont les chrétiens ont piqué la dimension pratique, disons, du stoïcisme particulièrement. Mais c'est quelque chose d'intéressant à pratiquer. Ça, moi, je le fais de temps en temps pour voir un peu ce que ça fait à ma vie. Mais donc, c'est le soir, se retourner vers la journée écoulée et examiner cette journée sous l'angle des actes. C'est pas chrétien au sens où on ne s'intéresse pas aux pensées mauvaises, au désir. On est dans le domaine de l'action. Et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Voilà ce qu'on examine de la journée. Et ça va être très factuellement pour savoir ce que demain on peut faire autrement, en plus ou en moins, tout aussi factuellement, sans entrer dans les questions de culpabilité qui sont vraiment une autre. C'est plus dans la reprise chrétienne de l'examen de conscience que ce serait ça. Et on va le faire avec une trilogie, 3 rubriques pour examiner sa journée. C'est l'érotique. Alors l'érotique, c'est la question des relations plus largement que amoureuses. C'est toutes les relations, y compris filiales, toutes les relations qu'on a, qui sont des relations d'amitié, d'amour, qui nous lient aux autres. Il y a le domaine de l'économique. Ça, c'est toute la gestion de l'existence, en ce compris le travail, qui est une forme de gestion de la nécessité. Et puis, il y a la diététique. Voilà, la diététique, c'est le régime de vie. C'est le soin Du corps. de son corps, de son âme, c'est ce qu'on mange, c'est la pratique sportive, mais voilà. Et on envisage sa journée de façon factuelle sous ces 3 registres-là. Voilà. Et puis après, ça doit être suivi par je fais quoi demain. Voilà. Si il y a des choses que j'aurais dû faire ou faire autrement. Oui, ouais, je vois. C'est justement un des exercices que j'aime le plus, que je pratique toujours, et que pour moi, j'ai piqué de Sénèque. Du coup, c'est qui en parle peut-être dans les Lettres à Lucilius ou de la Constance du, je ne sais plus. En tout cas, c'est chez Sénèque. Oui, c'est vraiment un des exercices qui permet de faire, on va dire, un bilan pour être plus, pour parler un peu moins, c'est-à-dire sans connotation religieuse, un bilan de sa journée, de dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai bien fait, voilà ce que j'ai mal fait, et comment est-ce que j'aimerais faire demain mieux. Oui, Marc-Antoine. Précisément, ce que nous avons tenté de faire, c'était de reprendre non seulement des exercices en les puisant directement chez les auteurs, donc celui-là, effectivement, l'examen de conscience, c'est un exercice stoïcien qu'on dit parfois pythagoricien, mais en réalité stoïcien, dont on trouve la trace chez Sénèque. Il nous explique d'ailleurs que sa femme a bien compris que le soir, elle devait le laisser tranquille C'est pas ça. méditation. Là, tout va bien.
L'exercice, le travail sur l'excédent, on en retrouve une quantité, pas formulée telle quelle, mais quantité d'exemples dans les entretiens d'Épictète. Il est tout le temps en train de nous dire, oui, mais n'oublie pas que si on te dit que tu es un beau cheval, bah, c'est juste, on parle de ton cheval, il faut pas s'enorgueillir de la beauté du cheval, etc. Et puis, il y a les exercices repris à Marc Aurèle, la description des choses. Puis, à côté de ça, on s'est dit, mais il y a des théories ou des points théoriques qu'on ne peut pas aussi facilement comprendre et intégrer, puisque c'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte que les théories, on ne les comprenne pas simplement intellectuellement, mais qu'on en éprouve les effets. Et donc, on est allé puiser à d'autres sources de la tradition, des stoïciens postérieurs. On a quelques exercices inspirés de Shaftesbury, mais aussi une autre source, c'était notre imagination. Donc, on s'est un peu amusé à créer des exercices à partir de ce qu'on trouvait dans les textes et à partir de l'effet qu'il s'agissait de produire. Et donc, on s'est ainsi amusé à proposer l'écriture d'un journal extime. Et donc, sur le modèle du journal intime, où tous les soirs, hein, vous racontez un peu votre journée, mais quand vous écrivez un journal intime, ce qui importe, c'est pas tellement le fait, c'est la façon dont vous l'avez vécu, et donc le simple fait de réécrire l'histoire le soir même, vous êtes déjà en train de revivre l'émotion et peut-être même d'y ajouter d'autres émotions ou je sais pas moi, de ruminer une colère ou au contraire d'entretenir une tristesse. En revanche, l'exercice du journal extime, qui nous paraissait amusant en tout cas en l'inventant et puis en l'expérimentant avec des participants d'atelier, c'est réduire la description à ce qu'elle a de plus factuel. Je reviens à mon vin tout à l'heure, mais là c'est à propos de sa journée, quoi. Plutôt que de dire, d'écrire aujourd'hui, machin a encore oublié de m'appeler, c'est vraiment vous mettrez le mot que vous voulez. Je dis un podcast, il y a peut-être des enfants qui écoutent, donc on va éviter les gros mots. Vous dites simplement, aujourd'hui, machin ne m'a pas appelé, ou je n'ai pas reçu d'appel, ou voilà. Et puis vous passez à autre chose, et vous décrivez ainsi la journée, mais sans jamais y ajouter tout ce qui fait la spécificité du journal intime, le caractère à fleur de peau peut-être du journal intime. Puis on en avait d'autres. Mais peut-être pour dire un mot de ça, parce Ouais. que je ne sais pas dans quelle mesure c'est actuel. Ça, c'est peut-être pas très actuel aujourd'hui. On a envie de s'enflammer. La passion, c'est dans l'Antiquité, c'est atroce. Donc c'est une maladie. Aujourd'hui, la passion, tout le monde a envie d'être passionné, quoi. Donc oui, il y a de ça aussi dans comment devenir un philosophe grec, c'est aller faire un pas de côté par rapport au mode du temps et par rapport à certaines de nos évidences. Et puis il y a des raisons pour lesquelles dans l'Antiquité on considère que la passion est une maladie. Et peut-être que ça vaut la peine aussi d'abord, avant de se laisser un peu décourager en se disant mais c'est horrible cette existence, prendre un peu soin dans quel état ça nous met parfois d'entretenir ces affects-là, qu'est-ce que ça provoque. Il faut d'abord être sensibilisé à ça avant d'avoir envie de dire oh non, mais moi j'aime trop mes passions. Parce que oui, souvent on aime assez bien les choses qui nous rendent malheureux, on a plaisir à se remémorer la phrase assassine. Non, mais tu te rends compte, il m'a dit que j'avais pris 3 kilos, mais quel salaud! Et on va se le redire 5 fois. Moi, je m'en fous du public des jeunes, tu vois. Et on va se le redire 5 fois. Et pourquoi on fait ça? Ben, je sais pas. Parce que nous, on trouve que ouais, c'est exaltant de vivre des affects. Après, ben, ça vaut la peine de continuer à voir ce qu'on en fait de ces affects. Est-ce on se rend soi, on rend une existence tumultueuse, on aime vivre de tumulte, quitte à se pourrir un peu la vie, et puis quitte à pourrir un peu celle des autres aussi, tant qu'on y est, on entretient nos colères pour être sûr qu'on continue à en vouloir aux gens, enfin, je sais pas, tout ça. Voilà, un peu de philosophie grecque pour tenir cette mode contemporaine un peu en respect, quoi. Oui. Ouais, je trouve très intéressant l'idée de journal extime, c'est que c'est vrai qu'il y a
lorsqu'on écrit un journal intime ou quand on fait un examen de conscience, l'exercice du soir, c'est on a parfois, on peut faire l'erreur de trop s'enflammer, voilà, de trop en fait revivre les choses et de se dire ah j'ai mal fait quelque chose, mais c'est parce que je suis nul. Ou alors lui, cette personne-là aujourd'hui m'a mal parlé, mais la prochaine fois qu'elle me parle mal, ça sera pire. Je vais... et du coup, en fait, on a plus tendance à potentiellement aggraver les choses en faisant l'examen de conscience plutôt que d'améliorer les choses, ce qui est le but en vérité de la philosophie stoïcienne, d'améliorer nos réactions. Et c'est vrai que le fait de poser enfin, d'écrire les choses comme dans un journal extime, c'est-à-dire juste les faits et ce qui s'est passé, ça pourrait au moins enlever cette répétition émotionnelle qui nous garde dans une mauvaise perspective et une mauvaise évolution. Moi, j'ai peut-être une chose à dire qui me semble intéressante quand on va dans ces corpus-là, précisément parce qu'ils sont théoriques et pratiques, c'est que dans notre façon à nous de mener notre vie, il y a pas grand-chose de théorique. Je veux dire, si des choses résonnent, c'est des petits morceaux qu'on prend à droite, à gauche. On a des phrases qui sont importantes pour nous, mais on ne sait pas très bien dans quel corpus ou dans quelle vision plus large on va l'épuiser. Alors que ici, on est au contraire dans un système, quoi. Et ce système, ça veut dire qu'il essaye d'offrir une représentation organisée de ce que c'est, notamment, je reprends une expression que vous avez utilisée, c'est améliorer les choses. Mais, ok, mais comment on fait avec notre bonne volonté à avoir une vie bonne, à être heureux, si on ne sait pas très bien dans le fond ce que ça veut dire avoir une vie bonne, si on ne sait pas très bien ce que ça veut dire améliorer les choses. Mais oui, Bon c'est point, pour ça. ça qu'il y a un certain intérêt, je pense, à être dans un corpus où on prend un certain nombre de partis pris. Et chez les stoïciens, par exemple, évidemment qu'on veut être heureux. Et le parti pris, c'est que pour être heureux, il faut viser l'apatheia, donc l'absence de passion. Et puis, mais pourquoi? Eh bien, de nouveau, c'est tout un système qui se déroule avec la question de la séparation entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, et du fait que ma liberté à moi, ce n'est pas de devenir riche ou de devenir immortel, parce que ça excède mes possibilités et la physique me l'apprendra si je ne le sais pas déjà. C'est de faire la part des choses entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Or, ce qui dépend profondément de moi et qui fait ma profonde liberté, et donc mon bonheur accessible en permanence parce que ça dépend de moi et pas de si oui ou non je vais avoir de la chance, eh bien, c'est la façon dont je fais usage de ce qui se passe. Et on peut faire usage de toutes choses. On peut faire usage de la météo, on peut faire usage de la trahison, comme le montre Marc Aurèle, j'allais dire Marc-Antoine, mais, Je fais un très mauvais usage de la météo, moi, il ne faut pas se... et la trahison. Non, mais Je pensais à ce texte de Marc Aurèle où il parle, justement, il vante cette question du faire usage en parlant de la trahison d'un de ses amis qui vient reprendre une partie de l'Empire et se déclarer empereur à la place de l'empereur, quoi. Et Marc Aurèle, il est devant ses soldats et il dit mais je suis content que personne ne se soit chargé de ce personnage parce que ça me laisse la possibilité de faire usage de la trahison, de pardonner à l'infidèle, de rester ami avec celui qui a trahi l'amitié, etc. Et donc, ça, c'est une sorte de fondation théorique qui peut se poursuivre tout au long dans tout le système, mais qui donne une sorte de socle à la direction dans l'existence. Parce que c'est quelque chose de compliqué de savoir comment on s'oriente dans l'existence, ce que ça veut dire être heureux. On aurait tendance à dire oh, bah, pour moi c'est ceci, et pour toi c'est quoi, et puis enfin, voilà. Mais oui, voilà, l'intérêt d'une philosophie qui garde sa dimension théorique, c'est que ces choses-là sont soigneusement évaluées et liées les unes aux autres dans quelque chose qui est assez cohérent comme système.
Oui, je vois, c'est tout l'intérêt justement d'avoir un système, c'est que en fait on entre dans quelque chose qui est cohérent de comment est-ce que la logique s'interface avec la physique, avec l'éthique, comment est-ce qu'on peut voilà, construire vraiment tout ça et ça donne un cadre globalement. En fait, tout système donne un cadre qui permet aux gens de savoir quoi faire dans la journée pour avancer vers les biens qui sont proposés par ce système-là. Oui, c'est clair. Et donc, pour le stoïcisme, c'est vrai que c'est un des grands intérêts du stoïcisme, c'est que ça apporte un système complet, cohérent de comment est-ce qu'il voit la vie et comment est-ce qu'il pense qu'il faut la mener pour arriver aux vertus, à la pathéa, à tous ces objectifs de vie stoïciens. Parlons donc des autres systèmes dont vous parlez, les systèmes épicuriens et les systèmes de sceptiques ou pyrrhoniens. Je pense que parfois on parle de pyrrhonisme et de scepticisme. Donc, qu'est-ce que les épicuriens, qui sont un peu les adversaires éternels des stoïciens, peuvent nous dire de la bonne vie et de la pratique? Bah, globalement, que ce soit les épicuriens ou les sceptiques ou les stoïciens, ils ont le même objectif. Le but, c'est d'atteindre le bonheur. Et comment va-t-on atteindre le bonheur? C'est en se débarrassant de ces troubles. Donc, le diagnostic, l'objectif et le diagnostic sont les mêmes. Après, c'est les solutions et les remèdes qui vont varier. Et parce que les troubles, quels sont-ils? Pour les stoïciens, on a dit ce sont les passions. Pour les épicuriens, ça va être les désirs mal calibrés. Et pour les sceptiques, ça va être les opinions. Mais en gros, on peut se dire, mais il y a un fond pathologique qui nous habite tous et voilà, avec lequel on va devoir composer. Alors, les épicuriens, la solution, en tout cas la façon dont on a compris qu'il proposait une solution, était de repenser notre rapport au temps. Alors, on a ça aussi chez les stoïciens, bien sûr, où il s'agit de se concentrer sur le moment. Mais ce qui est intéressant avec la façon dont les stoïciens posent les choses, c'est que finalement, le but, c'est Les épicuriens, du coup. Pardon, Ouais. effectivement. La façon dont les épicuriens posent les choses, c'est de se dire, mais bon, on va avoir toutes ces connaissances, on va développer toutes ces connaissances dont nous parlions tout à l'heure à propos des stoïciens, sur la physique, sur la logique, sur l'éthique, pour repenser notre rapport au temps, pour nous débarrasser d'un certain nombre de craintes liées, des craintes d'anticipation. Si vous développez un système physique où vous apprenez qu'il n'y a aucune crainte à avoir de la mort, puisque d'une part, il se passe rien après la mort, tout simplement, parce que vous êtes mort, et que même la mort, vous n'allez rien ressentir au moment où vous la vivez, si je peux dire, ou l'expérimenter, précisément parce que la mort est le moment où l'unité qui vous caractérise se dissout, et que s'il n'y a plus unité, il n'y a plus sensation, et s'il n'y a plus sensation, il ne peut pas y avoir, où il n'y a pas d'affection, et donc il ne peut pas y avoir d'épreuve de la douleur. Donc, voilà, il y a tout un travail assez théorique finalement, qui vous permet de vous débarrasser de ces craintes-là, de l'anticipation de la mort. Puis il y a une réflexion sur le passé, à l'inverse, de se dire, mais bon, comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à ces souvenirs qui vous hantent et qui vous obligent à sans cesse repenser à la personne disparue, mais il y a donc tout un travail à faire sur la mémoire. C'est-à-dire, mais au fond, puisque vous êtes un individu qui a passé énormément de temps avec un autre individu auquel vous êtes attaché. Quand on est attaché à quelqu'un, pour un épicurien, ça a un sens très concret. C'est pas simplement le fait qu'on a noué des liens affectifs, mais ces liens affectifs, ils sont physiques d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que nous sommes composés d'atomes et que, à avoir passé du temps avec quelqu'un, nos atomes se sont échangés. Et donc, l'autre est devenu une partie de nous, et nous sommes devenus une partie de nous, de lui. Et donc, Très romantique pour des physiciens, hein, ça. et donc quand l'autre est mort, finalement, il n'est pas complètement mort parce qu'il continue
à vivre réellement avec vous. Donc voilà, il y a tout cela. Donc il y a aussi donc un travail sur la physique, sur la compréhension du monde qui peut nous paraître romantique, comme vous disiez à l'instant, ou en tout cas un peu fantaisiste de notre point de vue moderne, comme la physique providentielle du stoïcisme a du mal à nous parler aujourd'hui, je crois, pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Mais on voit bien l'enjeu derrière tout cela. L'enjeu, c'est en essayant de comprendre mieux la nature, en essayant de mieux comprendre les relations aux autres, en essayant de mieux comprendre notre manière de connaître, eh bien, on va se débarrasser d'un certain nombre de craintes et on va pouvoir ensuite travailler sur nos désirs, qui sont l'autre problème, et voilà, la façon dont on se projette, la façon dont on vit nos objectifs. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser un peu la parole à Gaëlle. Oui, moi peut-être je reviens sur une chose que tu as dite, mais pour la prolonger un peu, c'est la question du rapport au temps chez les épicuriens, parce qu'il y a une formule très célèbre, évidemment, qu'on retient de l'épicurisme et qui le résume, c'est le fameux carpe diem, et qui est surutilisé aujourd'hui, surinterprété, et qui veut dire en général on cueille le jour, mais ça veut dire une sorte d'art du présent. Et justement, il y a quelque chose de mal compris parce que l'art du présent, c'est aussi un art d'accueillir le passé dans le présent. Donc, c'est pas être oublieux du passé, c'est avoir un rapport actif au passé, et c'est une certaine façon d'accueillir l'avenir dans le présent. Donc, c'est pas le pur présent de la gorgée de bière ou que sais-je, dans lequel on va aujourd'hui vite résumer la formule. Et je trouve que ça vaut la peine aussi, de nouveau, pratiquement, de relire l'épicurisme pour aller se mettre à une école, ben, qui va donner d'autres outils que ceux d'une sorte de sagesse ambiante et des outils potentiellement assez utiles. Ouais, c'est pas mal de se retourner vers le passé et de se dire que on n'est pas uniquement soumis aux souvenirs qui viennent à nous sans aucun contrôle et qui peuvent nous hanter aussi, qui sont des souvenirs tristes, mais que au contraire, on peut très bien cultiver un rapport actif aux souvenirs qui nous rendent heureux. Et avoir un souci de ça. Ça peut être aussi de mettre enfin, les petits objets dans le quotidien qui vont nous permettre de nous souvenir de l'être aimé sous cet angle du souvenir positif plutôt que de vouloir entretenir le regret. Et Oui, c'est je pareil vois, pour le futur, quoi. ouais, je vois, c'est Épicure qui parle, ça me rappelle Épicure qui parle du fait que bah, quand on va mal, c'est bien d'avoir des bons souvenirs, des choses qui se sont bien passées parce que c'est vrai que ça nous donne en fait un regain d'énergie ou un soulagement. Et Oui, il y ça, a une formule qui dit un vieillard qui ne retient rien du passé, c'est comme une main qui laisse s'écouler le sable sans le retenir, et avoir l'idée d'une main qui garde du sable, ben c'est quelque chose qui reste consistant, c'est-à-dire que oui, c'est pas juste cueille le jour et le sable s'écoule et on sait rien de ce qui s'est passé hier, c'est devient quelqu'un d'autant plus consistant que tu es construit par un certain nombre de choses et que tu as un rapport actif à ces choses qui t'ont construit. je vois, je vois. Et pour finir avec les sceptiques, donc en fait les sceptiques, j'ai toujours trouvé ça un petit peu, ben, en fait c'est des gens qui j'ai l'impression ne veulent se positionner sur rien. C'est que tout ce qui va, c'est bien. Et en fait, je trouve ça comme si en fait c'était un manque je sais pas, de volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je me trompe sur les sceptiques, mais c'est un peu mon jugement. Alors, c'est pas un choix de ne vouloir se prononcer sur rien ou de ne vouloir rien affirmer. C'est juste un constat de l'impossibilité de le faire. Et le meilleur témoignage de cela, c'est l'existence des épicuriens et des stoïciens, qui, sur un même problème, c'est pour ça que je l'ai rapproché il y a quelques minutes, sur un même problème, un même diagnostic, hein, nous sommes des individus malades, mais qui veulent être heureux, développent des systèmes antithétiques
des moyens souvent opposés et, qui a raison? Qui a le plus raison des deux? En fait, Ils ont les... chacun de bonnes raisons de le dire. Je vois. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous embrassez l'école stoïcienne, vous embrassez l'école épicurienne. Le sceptique va vous dire, bah, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'aucun des deux n'a réussi à montrer qu'il avait la vérité et que cette vérité était indubitable, je préfère suspendre mon jugement et ne pas me prononcer en faveur de l'un ou de l'autre, parce que le jour où je découvre que je me suis trompé, je ne fais pas un burn-out. Vous voyez, c'est ça en fait le sceptique. C'est la personne, c'est pas comment par peur de l'engagement, c'est plutôt pas pour éviter les conséquences d'un engagement mal pesé. Je vois, je vois. En fait, ça me donne une image, c'est que les stoïciens et les épicuriens jouent un match de foot et les sceptiques, c'est les spectateurs. Un peu ça. Ou oui, ou je ne sais même pas s'ils regardent vraiment le match. Ah. C'est plutôt le genre de spectateur que je suis face au football. Et elle a tout de suite compris, je déteste le football. Et donc, je ne regarde pas le football. À la limite, je veux bien jouer avec une balle, mais regarder un match de foot, je n'y trouve aucun intérêt. Et bien, précisément, le sceptique, c'est quelqu'un qui va regarder le match de football en disant, mais à quoi bon? Enfin, je veux dire, à la limite, s'ils veulent vraiment mettre des buts dans des ballons au fond d'une cage, qu'ils aillent tous dans la même direction, ça ira plus vite et tout le monde. Vous voyez, ils comprennent même pas le principe enfin, c'est vain quoi pour eux. Je vois. Mais donc, quoi faire, en fait, si c'est vain, si le stoïcisme est vain, si l'épicurisme est vain, qu'est-ce qu'on fait? Alors la réponse, et c'est vrai qu'elle est décevante d'une certaine façon, c'est que le sceptique finalement n'a pas autre chose à proposer que ce que les autres proposent. C'est-à-dire, par les autres, c'est pas simplement les épicuriens et les stoïciens, c'est ce qui est dominant dans la société dans laquelle on vit. Si vous êtes dans une société qui prône tel système de valeurs, bien vous embrassez ce système de valeurs. En fait, vous ne l'embrassez pas. Vous allez vivre conformément à ce système de valeurs parce que c'est celui qui est communément admis, mais tout en sachant que il n'est pas meilleur qu'un autre et qu'il n'est pas source de plus de sérénité qu'un autre ou source de plus de bonheur. C'est juste parce que c'est celui-là qui domine et que vous savez que en n'allant pas à contre-courant, vous allez vous heurter à moins d'obstacles. Voilà. Donc c'est ça la solution sceptique, c'est plutôt de regarder les choses avec une certaine circonspection, c'est-à-dire ok, je vais faire comme ça, mais je sais très bien que c'est pas une meilleure solution qu'une autre. Moi, j'ai un peu envie de valoriser, c'est parce que aussi je vois un petit sourire un peu dubitatif et je devine que ça vous attire pas tellement, les sceptiques, dont j'ai envie de plaider un peu leur cause. Juste imaginer ce que c'est vivre avec un sceptique. C'est une question que nous posait nos amis. Ça ferait quoi au quotidien? Ben, ça peut être extrêmement agréable en fait de vivre avec quelqu'un qui est pas là sur votre dos en train de trouver que vous avez fait un truc comme il fallait pas, que la maison est en désordre ou que sais-je. Il y a quand même des formes de sérénité qui sont liées à cette suspension du jugement, une forme de douceur qui est, dans le fond, c'est pas très important, quoi. Donc voilà. Et je sais pas si je vous ai convaincu davantage, Ah mais si, si, non mais je comprends tout à fait en fait la position des sceptiques sur, enfin pas en totalité parce que eux ils érigent ça en système de, en fait il faut comme c'est impossible de trancher sur quoi que ce soit, ben on va avec ce qui va et puis c'est tout aussi bien que le reste. Et en fait j'aime bien ce que vous venez de dire hein, sur le fait que euh, on n'est pas obligé de se positionner sur tout forcément. On n'est pas obligé d'avoir une réponse à tout et de savoir quoi faire exactement en n'importe quelle circonstance. On peut juste simplement se dire, bah, je ne sais pas en fait, et puis on va aller avec ce qu'il y a et c'est très bien. Et ça, je pense que c'est la partie du scepticisme qui m'attire.
L'autre partie qui ne m'attire pas, c'est vraiment le fait de, quand il faut faire quelque chose, je fais quoi? Je ne vais pas juste suivre. On a aussi des tendances, on a aussi des envies, je pense qu'on est attiré par le stoïcisme ou par l'épicurisme aussi par trait de caractère, par personnalité. C'est que, alors moi j'étais plus attiré par le stoïcisme que par l'épicurisme, parce que je me veux du mal peut-être. Oui, c'est ça. Mais moi, j'avais peut-être C'est pour signalé ça. une chose qui me paraît importante dans le scepticisme, c'est que ça me paraît presque être la base de l'attitude philosophique, en fait. Cette sorte de suspension du jugement, d'époquer, qui fait que on ne peut pas prétendre être arrivé à quelque chose de définitif et de vrai, mais ce à quoi ça sert, c'est précisément c'est pas de la passivité, quoi. C'est au contraire quelque chose qui maintient un dynamisme intellectuel qui est, oui, dans aucun domaine, on ne peut s'arrêter, ce qui signifie qu'il faut continuer à chercher. Et je pense que philosopher profondément, c'est ça, en fait. Je Donc, comprends, ouais. Ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très intéressant de voir l'approche stoïcienne, épicurienne et sceptique donc dans tout ça. Euh, Comment est-ce que les philosophes antiques voyaient la vie? Et une dernière question que j'aurais pour vous, c'est comment est-ce que le stoïcisme, l'épicurisme, le scepticisme et globalement la philosophie antique peut avoir une place aujourd'hui par rapport, je pense surtout par rapport à, parce qu'elle a certainement sa place aujourd'hui, mais par rapport à tout ce qu'on voit dans les discours de développement personnel, la psychologie, les neurosciences, tout ce que la science peut apporter aujourd'hui comme réponse, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de réponses qui viennent de la science et non pas de disciplines philosophiques. peut-être je commence et puis tu complètes. Oui, bah, je commence par les mots développement personnel pour voir en quoi il pose problème avec ces courants de la philosophie antique. Développement, c'est l'inverse de l'ascèse. Développement, ça, c'est un art de l'ajout, comme une expansion de soi, une sorte d'idée par exemple, de compétences. On acquérerait toujours plus de compétences. C'est un vocabulaire très à la mode, ça. Et donc, c'est aussi très symbolique de se dire, est-ce que c'est vraiment ça, en fait, ce qu'on souhaite quand on se demande comment aller mieux, comment améliorer les choses, pour reprendre cette expression. Est-ce qu'on est dans le sens de l'expansion de soi comme un être de plus en plus doté de capacités, d'habiletés, ou est-ce qu'on est dans l'ascèse? Et l'ascèse, oui, ça a l'air moins souriant, mais c'est un art qui enlève, comme la sculpture. Et cette image-là vient de temps en temps, notamment chez Plotin, pour dire que on fait de soi une statue magnifique, mais par la capacité à enlever ce qu'il y a en trop. Voilà, une certaine sobriété, une certaine simplicité, une certaine réflexion qui permet de cibler plutôt que de se répandre et de s'épandre le plus loin possible. Personnel, ça dit quoi ça? Alors, il peut y avoir le côté centré sur soi. On dit notre société individualiste. C'est d'ailleurs à partir de cette compréhension-là qu'on comprend mal la formule socratique du connais-toi toi-même, comme si on se connaissait soit sa petite personne, et qu'on comprend mal aussi, en une certaine mesure, les stoïciens, comme si c'était une citadelle intérieure, en repli sur soi. Alors, on néglige une bonne partie du stoïcisme quand on fait ça, comme on néglige le sens de la formule socratique qui est sache ce que c'est qu'être homme et deviens homme véritablement. Donc il y a une dimension d'universalité là-dedans. Donc est-ce que quand on cherche à être heureux, est-ce que la question qu'on se pose, c'est comment déployer cette sorte de petite monade singulière, ou est-ce qu'on cherche à comprendre le monde, à savoir comment il fonctionne, à savoir quelle est la place qu'on y a, la juste place, à savoir
en quelle mesure on obéit aux mêmes lois que celles qui sont les lois de nécessité de l'univers. Enfin voilà, on voit que c'est pas tout à fait la même chose, et c'est pareil dans le registre du coup politique. C'est pas juste moi, mon bonheur et mon nombril, c'est par quels actes je contribue ou pas à une société meilleure. Mais c'est des questions politiques qui existent tout à fait chez les stoïciens, par exemple. Donc voilà au moins un certain nombre d'éléments, en plus de la question d'une quête de vérité, qu'on trouve aussi chez les sceptiques, de recherche d'exactitude et d'une vérité qui n'est pas juste ma vérité, mais qui est la vérité, comprendre le maximum de choses. La philosophie dans l'Antiquité, c'est pas une petite discipline, c'est toutes les disciplines d'une certaine manière. C'est pour ça que la physique est une branche de la philosophie, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui, mais ça veut dire que dans le fond, l'enquête philosophique, elle est l'enquête sur les parties des animaux, elle est l'enquête sur les régimes politiques, elle est l'enquête sur l'âme et les facultés de l'âme, elle est une enquête sur toute chose. Et donc, il y a ça aussi comme un guide qui est susceptible de nous orienter dans l'existence. C'est on cherche la vérité et pas sa vérité subjective et personnelle. Je vois. Voilà, je vais essayer de boucler la boucle et revenir au début de nos discussions sur finalement ce serait quoi être un philosophe grec ou devenir un philosophe grec, et puis pourquoi les trois courants que nous avons choisis, et pourquoi pas un seul ou deux. La première chose, ce serait de dire, mais au fond, l'intérêt de ces philosophes grecs, c'est qu'ils nous offrent un décalage par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre époque. En fait, comment devenir un philosophe grec? Je suis pas sûr que ce livre vous permette de devenir vraiment un philosophe grec. En revanche, vous allez peut-être comprendre ce qui fait la spécificité d'être un philosophe grec. Et c'est cela l'intérêt, c'est de prendre ce décalage et de dire, tiens, ce serait quoi vivre comme un philosophe grec aujourd'hui? À défaut d'être un philosophe grec, vous aurez au moins compris ce que c'est. Et ça m'amène à mon deuxième point, finalement, quel est l'intérêt de cela? Eh bien, c'est comme nous disions tout à l'heure, que vivre en philosophe grec, ça suppose d'articuler une théorie à une pratique. Or, que ce soit les solutions proposées par le développement personnel, par les neurosciences que vous évoquiez tout à l'heure, ou par d'autres formes je sais pas, de ces littératures, voilà, de spiritualité qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est que elles proposent des pratiques, elles proposent des solutions, et sans doute que vous allez retrouver des exercices d'inspiration stoïcienne. Je veux dire, la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous, vous allez le trouver dans une quantité invraisemblable de manuels de développement personnel, peut-être pas sous cette forme-là, sans doute pas en rappelant que ça vient des stoïciens, mais vous retrouverez cela. Et qu'est-ce qui va distinguer le stoïcisme ou la pratique stoïcienne de la pratique de développement personnel? C'est que, qu'est-ce qui va donc distinguer une pratique philosophique d'une pratique non philosophique? Ce sera que la pratique philosophique, elle s'ancre dans une conception de la société, dans une conception de l'homme, dans une conception de la politique, qui est explicite et qui justifie les pratiques. Les pratiques de développement personnel, les pratiques commandées par les neurosciences, etc., le problème, c'est qu'elles sont sous-tendues par des doctrines, par des idéologies, disons plutôt des choses comme ça, qui restent silencieuses. Je veux dire, le développement personnel n'a de sens aujourd'hui que parce qu'il est sous-tendu par une certaine idéologie, une certaine conception de la société qu'on peut associer au, je sais pas, au néolibéralisme, à une certaine manière de faire la société, une certaine manière, en tout cas, de concevoir l'homme et son rapport aux autres, son rapport à la performance, son rapport. Si vous n'adhérez pas à ce modèle-là, vous n'allez jamais réussir à être plus heureux grâce à un modèle de développement personnel. Or, les manuels de développement personnel ne jouent pas carte sur table, ne vous dites pas, attention, nous en fait, on est juste là pour vous vendre un modèle de société qui est
un modèle dont on estime qu'il fonctionne bien et on veut que vous continuez à vivre en adéquation avec ce modèle-là. Mais si la raison de votre mal-être, c'est précisément le fait que vous êtes en inadéquation totale, Ce vous n'arrivez modèle-là. pas à vivre dans ce modèle néolibéral qui ne vous convient pas, eh bien, vous allez beau acheter des livres et essayer de faire ces exercices, il y aura de la résistance. Donc, l'intérêt de passer par la philosophie grecque, c'est de prendre ce décalage par rapport à notre société et de l'interroger sous un autre angle. Peut-être que là, effectivement, je devrais faire un pas de côté. Peut-être que là, ces présupposés des philosophes grecs me permettent de regarder autrement le monde dans lequel je vis et de vivre peut-être, voilà, l'intérêt d'être un sceptique peut-être dans ce monde-là. Je parlais tout à l'heure, hein, je dis, ça vous évitera un burn-out. Ben oui, peut-être que de continuer à vivre dans ce monde avec ces règles-là ne vous satisfera pas pleinement, mais au moins vous saurez que vous n'y adhérez pas et vous saurez pourquoi vous n'y adhérez pas. Voilà. Je vois, je vois. Donc, vivre en philosophe, c'est aussi et peut-être d'abord vivre en sachant pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ce podcast, pour toutes ces explications. Je rappelle votre livre Comment devenir un philosophe grec aux éditions PUF. Il y aura le lien en description du podcast. Merci encore pour votre présence. Mais merci Gaël, Marc-Antoine. Merci, Ali. et bonne écoute. Au revoir. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.